Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin, chers étudiants. Donc, on arrive à la 9e application concernant le système à un seul degré de liberté en vibration forcée. Donc, après avoir vu plusieurs types de forces d'excitation entre une force d'excitation harmonique, une force d'excitation impulsive qui est de type sinusoïdal, impulsif de type triangulaire, on va voir aujourd'hui une excitation de type impulsif quelconque, c'est-à-dire une excitation donc impulsive de très courte durée. Donc l'objectif de cette application est de calculer la réponse d'un système à un seul degré de liberté soumis à une excitation de type impulsif de très courte durée quelconque. On va établir les équations du mouvement pour avoir une idée sur cette approche-là. On va rappeler comment calculer une intégrale numérique. Parce que un des objectifs de cette application, c'est de pouvoir calculer une intégrale numériquement. Et là, donc, on rappelle quelques méthodes comme la méthode simple, la méthode des trapèzes ou la méthode de Simpson. Et on va essayer d'utiliser ces approximations numériques pour calculer la réponse dynamique par ces méthodes. Donc, on se donne un château d'eau donc, sur cette figure où on suppose que toute la masse est concentrée au sommet, la masse la plus importante est concentrée au sommet, de telle façon à avoir un système à un seul degré de liberté. Donc, le château d'eau a une rigidité totale de K, une hauteur de 45 mètres, et il est soumis donc à une force P de T. Cette force P de T est une force due à une explosion. D'accord? On a dit, qui dit explosion, dit une force impulsive quelconque, une force impulsive de très courte durée. Or, cette explosion, on l'a mesurée lorsqu'elle s'est produite et on a tiré donc la variation de la force P de T en kilonewtons par rapport au temps en secondes nous a donné donc quelques points. Donc ça, c'est le premier point, ça, c'est le deuxième point, ça, c'est le troisième point, ça, c'est le quatrième point et ça, c'est le cinquième. Donc, pour dire que on n'a pas l'équation de cette courbe, mais on a beaucoup plus de points qui peuvent définir cette courbe. Donc, on les a mesurés un par un. Donc, à 0,05 secondes, on a mesuré, c'était 175 newtons. À 1 seconde, on a mesuré, c'était 250 newtons. À 0,0501, à 0,15 secondes, c'est 75 kilonewtons. Et à 0,2 secondes, c'était 0. Donc là, la force a disparu. D'accord? Donc, on nous demande d'utiliser la formule approchée de l'impulsion pour déterminer donc, le moment de renversement maximal à la base de la tour. Et bien sûr, lorsqu'on définit et on calcule par cette formule approchée, on a besoin de calculer une intégrale, pardon, et on va utiliser les méthodes numériques de calcul d'intégrale, que ce soit la sommation simple, la méthode de trapèze et la méthode de Simpson. Donc, c'est ça l'objectif de cette application. Donc, rapidement, on rappelle ce que c'est une impulsion ou bien une excitation impulsive quelconque. On a dit que c'est une excitation de très très courte durée. C'est ça le plus important. C'est une excitation de très très courte durée. Donc on a vu, c'est des centièmes de seconde à peu près. Donc, si vous voulez, elle est très très courte de telle façon à ce que l'amortissement, lorsqu'elle agit cette force, l'amortissement n'aura pas le temps de se développer de l'excitation. Donc là, c'est très important. Et bien sûr, on avait dit que toute impulsion a deux phases, une phase d'excitation de très courte durée et une phase donc, où elle continue à provoquer donc des déplacements dynamiques dus à les conditions finales de la première phase. Parce que, en général, les conditions finales de la première phase seront les conditions initiales de la deuxième phase. Alors, la première phase est forcée et la deuxième phase est libre, si vous voulez. Bien sûr, on a dit qu'elle peut prendre plusieurs formes, donc sinusoïdale, quelconque, triangulaire, etc. Et on a dit qu'il s'agit beaucoup plus de collisions, d'explosions, de chocs, d'impact, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est de très, très courte durée. Donc, on rappelle rapidement la partie théorique de cette impulsion de très courte durée. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que n'importe quelle force P de T qui varie dans le temps, donc si je prends cette force-là, je peux toujours la décomposer en petites forces.
D'accord? Ça, c'est gris, blanc, gris, blanc, gris, blanc. C'est des petites forces. Donc, qui vont durer un taux ou bien dt, si vous voulez, ou des taux pour dire que elle peut commencer à n'importe quel variable temps, donc taux, et avoir une durée des taux très très courte. Donc cette durée très courte, elle a une forme donc P de taux. Donc vous voyez que c'est une fonction P de t que je peux l'assimiler à un ensemble de fonctions de valeur d de t. Les deux taux Donc l'idée est que je décompose cette fonction P de t en petites fonctions, donc P de taux, d taux. Donc, si j'arrive à comprendre ce qui se passe ici, je peux l'extrapoler et faire la sommation pour toutes ces petites delta t ou bien t tout. Donc, en calculant la réponse due à une seule impulsion, c'est-à-dire cette réponse-là, on peut retrouver la réponse totale par sommation. On utilise le principe de superposition. On suppose que tout le problème est linéaire. D'accord? Donc maintenant, je prends une impulsion quelconque. Voilà une impulsion quelconque. D'accord? Elle a de forme P de t. Donc elle prend à l'intérieur de dt tau, donc elle prend P de t. Donc elle est égale à P0, à t est égal à T0 pour avoir une valeur initiale. D'accord? Je vais supposer donc des conditions initiales maintenant de déplacement U de t et d'accélération. Donc ça, c'est 0. Pour condition initiale, donc t est égal à 0, U de 0. U seconde de 0 est égal à 0. D'accord? Et je vais intégrer cette équation-là de mouvement. Donc, j'ai dit que l'amortissement est négligé parce qu'elle est de très, très courte durée, ce qui veut dire que mon problème et mon mouvement est non amorti forcé. Donc là, je vais intégrer ceci dans un intervalle delta t très court et je vais tendre cet intervalle delta t vers 0 pour avoir une idée sur les limites à 0. Les limites vraiment au début, quelles sont les conditions initiales réelles au début. D'accord? Donc si j'intègre ici, je vais intégrer ici, je vais intégrer ici et je vais intégrer ici, je ne change rien à l'égalité. Donc ce qui veut dire que j'intègre le premier terme et j'intègre donc le deuxième terme puis je vais tendre delta t vers 0, donc en limite. Donc, bien sûr, en intégrant ce terme-là, c'est-à-dire le terme en accélération, si j'intègre un terme en accélération, il va me donner une vitesse. Là, c'est connu, la dérivée de la vitesse est égale à l'accélération. Et donc, je vais tendre cette valeur-là entre 0 et delta t. C'est comme si donc j'aurais donc un u point en 0 plus. Le deuxième terme, celui-là, avec son intégrale, si je l'intègre, donc, il va me donner 0 si u de 0 est égal à 0. Il me reste donc ce terme-là, d'accord? Donc, ce terme-là, c'est l'intégrale de p de t dt h delta t tend vers 0. Je vais le noter grand I. Je vais l'appeler grand I. En fait, c'est l'impulsion donc, qui m'intéresse. Donc, si je remplace les deux valeurs, donc ces valeurs-là que j'ai calculées, cette valeur-là qui est l'intégrale de ceci, et la valeur de ceci dans la première équation donc, de mouvement, ça va me donner donc I est égal à M U.0. D'où U.0, c'est égal grand I sur R. Avec grand I, donc je répète, c'est la valeur de l'intégrale de P de T dt. Donc, soumettre un système à une impulsion grand I revient à lui communiquer une vitesse initiale de grand I sur M qui sera une condition initiale pour entamer la vibration déplacement initial. Donc là, vous voyez que je continue beaucoup plus mon mouvement avec une vitesse initiale grand I sur M et un déplacement initial nul. D'accord? Donc là, si je vais dans la deuxième phase, c'est une phase donc libre, si vous voulez, non amortie. Donc la solution est de ce type, d'accord? Et il suffit de lui donner les conditions aux limites initiales. Donc là, avec ces conditions-là, d'accord, j'aurai donc A et B à déterminer et je trouverai donc U de t est égal à I sur M oméga 0 sinus oméga 0 t. D'accord? Maintenant, je peux revenir à mon cas général. J'ai dit que ma pulsation que j'ai choisie ici, mon impulsion, pardon, que j'ai choisie ici, elle commence à taux, donc vraiment elle commence à taux. C'est-à-dire que le mouvement de cette impulsion que je choisis quelconque, c'est un mouvement qui va commencer à taux, donc c'est pour ça que je peux translater le temps donc à t moins taux au lieu de t, c'est-à-dire au lieu de t ici, donc je le translate à t moins taux et pour définir une impulsion quelconque. Et là, donc pour le non amorti,
c'est cette expression-là. Et pour le système amorti, c'est I sur M oméga A exponentielle moins xi oméga 0 t moins tau sur oméga A de t moins tau pour le oméga A. Donc, c'est la pulsation amortie qui est liée à la pulsation 0 par le biais de l'amortissement xi. Donc, vous voyez qu'on a obtenu une solution approchée qui est une très bonne solution, donc, d'accord, qui est utilisée pour pouvoir dire que je peux, pour n'importe quelle impulsion, je peux calculer donc mon intégrale. C'est l'idée qui est utilisée, si vous voulez, dans la méthode de l'intégrale de Duhamel. Donc, c'est cette idée-là qui est utilisée pour généraliser la réponse dynamique d'un système à un seul degré de liberté par la méthode de l'intégrale de Duhamel. Donc, le problème revient à calculer I maintenant. I, c'est quoi? C'est P de T dt intégrale. P de T, c'est quoi? L'intégrale de P de T dt, c'est beaucoup plus. Donc, l'air que je cherche ici, c'est P de T, donc de façon générale. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est une méthode approchée. On l'appelle donc la méthode de l'impulsion de très courte durée. Donc, maintenant, comment calculer I? Parce qu'en général, I, elle n'est pas, P de T n'est pas connue de façon, donc, si vous voulez, mathématique. C'est pour ça que le calcul analytique de l'intégrale n'est pas possible. Et c'est pour ça que le I1 en général, il est beaucoup plus connu sous forme de graphe de ce type. Donc, si je reviens à mon énoncé. Donc, le P de T en général est beaucoup plus connu sous cette forme-là, où j'ai que qui est de points ici. Donc, je n'ai pas P de T. Donc, je ne connais pas P de T ici mathématiquement. Donc, je ne peux pas calculer, si vous voulez, analytiquement l'intégrale de P de T dt. Donc, il me faut des points. C'est comme si je connais P de T de façon discrète. Donc, en des points et que j'essaie de les calculer. Donc maintenant, beaucoup plus numériquement, parce qu'en général, les P de T, c'est des séismes, c'est des explosions. Donc, c'est des mesures qui se font sur place. Pour chaque T, on aura un P et on essaie de tracer la courbe à partir des différents points d'excitation. Donc là, pour calculer numériquement ceci, c'est simple. Donc, on a des méthodes disponibles. C'est le calcul numérique de l'intégrale. On a ce qu'on appelle la sommation simple, la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson. En fait, l'idée générale, c'est quoi? Donc, si j'ai une fonction y de x qui varie entre a et b, je veux chercher l'intégrale de y de x dx. L'intégrale de y de x dx, donc c'est l'air. C'est beaucoup plus la surface qui est sous la fonction y de x. Donc, je cherche l'air de ceci. Or, l'air de ceci, c'est quoi? Si je divise mon intervalle AB en plusieurs delta x, d'accord? Il suffit de sommer toutes les aires pour avoir l'air total. C'est ça l'idée, donc, si vous voulez. Or, on ne sait pas ce qui se passe ici, d'accord, dans delta x concernant la fonction, et c'est là où on fait des approximations pour avoir donc une intégrale numérique. C'est-à-dire qu'entre les deux, donc si je prends delta x, ça c'est delta x, si vous voulez, d'accord? Donc, la fonction, elle vient ici, comme ça. Est-ce que je vais prendre une valeur constante pour approcher ceci, parce que n'oubliez pas que delta x est très petit. Est-ce que je vais prendre une valeur linéaire? D'accord? Est-ce que je vais prendre une valeur parabolique? D'accord? Une valeur constante, c'est ce qu'on appelle la méthode de sommation simple. Une valeur linéaire, c'est ce qu'on appelle la méthode des trapèzes. Et une valeur parabolique, c'est ce qu'on appelle la méthode donc, de Simpson. D'accord? Là, donc, c'est l'idée générale. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus. Diviser tout ce qui est sous la courbe y de x en petit delta x et essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de delta x concernant la fonction. C'est ça l'idée. Donc, maintenant, si c'est constant, si c'est une valeur constante, est-ce que cette valeur constante, on l'attribue au début de l'intervalle, à y0? Est-ce qu'on l'attribue à la fin de l'intervalle y1 ou bien est-ce qu'on l'attribue au milieu de l'intervalle y0 plus y1 sur 2? D'accord? Bon, là, c'est à vous de choisir. L'un ou l'autre, c'est la même chose. L'approximation est presque la même chose. Donc, puisque ceci est très petit, donc, si vous voulez, donc que ce soit au début, à la fin ou au milieu, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que vous respectez ceci pour tous les détails. D'accord? Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle donc le début de l'intervalle, la fin de l'intervalle et le milieu de l'intervalle concernant cette notion de constante. Maintenant, si je prends constant, ça veut dire que celui-là devient un rectangle, d'accord?
Et bien sûr, j'aurai plusieurs rectangles de ce type, donc, à sommet. Et donc, bien sûr, l'aire de y de x dx, ce sera la somme de tous les rectangles, donc de 1 à n, si je divise par plusieurs delta x. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est delta x, y0, supposons que j'ai attribué ceci au début de l'intervalle, donc c'est A, ici c'est x0, d'accord, ici c'est x1, et ainsi de suite. Donc, ça sera delta x, y0 jusqu'à donc delta x, yn moins 1, puisque j'ai un intervalle, donc qui commence de 0, de y0, yn moins 1. D'accord? Là, on a supposé delta x constant. Par exemple, on peut supposer delta x qui varie. On n'est pas obligé de prendre delta x constant tout le long. Je peux prendre des grands intervalles. Pardon. Je peux prendre des grands intervalles et à un certain moment, je diminue l'intervalle. Mais du point de vue pratique, on utilise souvent donc un intervalle delta x constant. D'accord. Donc, en sortant delta x en facteur, j'aurai delta x fois ce terme-là. Bien sûr, le delta x, c'est quoi? C'est l'intervalle. Donc, c'est le b moins a sur le nombre donc d'intervalles que j'ai choisi. Et donc, on aura l'expression concernant la sommation simple b moins a sur n, y0 plus y1 plus y2 jusqu'à yn moins c. Donc, ça, c'est pour une variation constante. Maintenant, je peux supposer une variation linéaire, d'accord? C'est-à-dire une droite entre xi et xi plus 1, d'accord? C'est-à-dire sur le delta x, entre xi et x plus 1, j'aurai yi et yi plus 1. Dans ce cas, donc, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens ceci. Donc, ça, c'est un trapèze, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est un trapèze. Comme je vais encore prendre plusieurs trapèzes, d'accord? Donc, je peux toujours calculer la somme de tous ces trapèzes-là. Donc, je divise en plusieurs delta x, et chaque delta x est un trapèze. Donc, l'aire de y de x dx, c'est beaucoup plus la somme des aires de trapèze. On sait que l'aire d'un trapèze, donc, c'est le produit de delta x fois la demi-somme yi plus y plus 1. Donc, c'est un demi delta x, yi plus y plus 1. Et si je l'applique pour tous les delta x, donc, ça sera entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 1 moins 1 et 1. Donc, si je somme tout ça, j'aurai delta x sur 2, y0, 2y1, 2y2, 2y1 moins 1, y1. Donc, ceux qui sont au milieu, c'est 2 parce que c'est des points communs entre deux trapèzes et les deux extrémités. Donc, c'est y0 et y1, avec toujours delta x b moins 1 sur 1. Donc, si je remplace, j'aurai l'expression de mon intégrale dans l'intervalle a et b. D'accord? Troisième méthode, donc c'est lorsqu'on suppose ici, donc au lieu que ça soit constant ou linéaire, donc ça sera parabolique si vous voulez. Or, je sais que pour définir une parabole, j'ai besoin de 3 points, d'accord? Un point, 2 points et 3 points, qui correspondent à x moins h, x est égal à 0 et x est égal à plus h. Donc, 3 points sont nécessaires et obligatoires pour définir une parabole. L'équation de la parabole, donc ça sera y de x à x2 plus bx plus c, d'accord? En x est égal à moins h, donc j'ai le début de l'intervalle y0, donc c'est ah au carré moins bh plus c, je replace x. En x est égal à 0, y de 0, c'est y1 qui est égal à plus c, donc 0, celui-là s'en va et celui-là s'en va. Et on a x est égal à plus h, y2, c'est égal à y2, donc ah au carré plus bh plus c. Donc ça, c'est trois équations qui me permettent de définir a, B et C pour définir donc l'équation de ma parabole dans l'intervalle moins h plus h. Maintenant, si je veux intégrer y de x à l'intérieur de ceci, c'est-à-dire si je veux calculer uniquement cette surface-là, donc ça me donne à peu près ça, donc avec delta x, et ça c'est l'équation de la parabole. Donc si j'intègre ceci, je vais intégrer ax2 plus bx plus c entre moins h et plus h. Donc ça me donne ax2 c'est ax3 sur 3, bx c'est bx2 plus sur 2, bx2 sur 2, et c c'est cx entre moins h et h. D'accord? En général, puisque c'est entre moins h et plus h c'est symétrique, les paires s'en vont, il ne me reste que les impairs qui sont multipliés par 2. Donc j'aurai 2AH au cube, si vous voulez, plus au cube parce que j'ai fait sortir le H sur 3 ici, plus les 6C sur 3, donc c'est 2C. D'accord? Donc ça me donne H sur 3, 2AH au carré plus 6. Donc ça c'est. Maintenant, à quoi est égal A et C? A et C, donc je les tire ici, comme j'ai dit, pour avoir donc les valeurs en moins H et plus H. Donc, voilà, en faisant la différence, pardon, en faisant la résolution de ces trois équations, donc
si je prends y celle-là plus celle-là, donc la première et la troisième, donc j'aurai les H, les BH qui s'en vont. J'aurai donc, si vous voulez, y0 plus y2, c'est égal à 2h à h au carré, plus 2c. Or, c, c'est égal à 2y1. Donc, je peux tirer le a qui est égal à 1 sur h au carré, y0 moins 2y1 plus y2. Et c, donc, c'est y1. Je le remplace ici, donc, pour déterminer, si vous voulez, cette R-là. Et ça va me donner h sur 3, y0 plus 4y1 plus y2. D'accord? Maintenant, je les prends tous les paraboles. Donc, je vais les sommer. Donc, entre 0 et 2, entre 2 et 4, entre 4 et 6, entre 1 moins 2 et 1. Vous voyez que j'aurai toujours besoin de 3 points pour définir un intervalle. Donc, si je fais cette sommation-là, donc c'est H3, H sur 3 en facteur, Y0 plus 4Y1 plus 2Y2 plus 4Y3 jusqu'à Y1. Le plus important, c'est que maintenant, le nombre d'intervalles que vous devriez choisir doit être un nombre entier obligatoire donc, pour pouvoir définir des paraboles donc, dans des intervalles delta x. Là, c'est obligatoire, donc vous devriez avoir des nombres pairs, un nombre pair donc, au total. Voilà, donc ça vous fait trois méthodes différentes, d'accord? Donc, si je reviens à mon problème, là, donc j'ai dit que U de t, c'est U sur M, oméga 0 sinus oméga 0 t moins tau, avec I qui est égal à P de t dt. Donc là, je vais essayer de calculer ce P de t dt par les différentes méthodes numériques. Sachant que oméga 0, c'est racine de K sur M, le K, c'est 7 distance 6 newtons, le M, c'est 700 newtons, donc c'est 7 distance 5 kg, et je retrouve 3,16 radians par seconde. Maintenant, pour calculer P de t, j'utilise les trois méthodes. Donc, par la sommation simple, donc c'est cette expression-là. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 points. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 points et 4 intervalles dans la sommation simple. P0, c'est le 0. P1, c'est le 175. P2, c'est le 250. P3, c'est 175. Et P4, c'est 0. D'accord? Donc, ça vous fera, ça c'est le B-A sur 1, c'est d'état T, si vous voulez, multiplié par la somme, ça me donne 5 distance 3. D'accord? Je le remplace ici, 25 distance moins 3, par ma distance 3, pardon, ça me donne un U de T qui est égal à 0,0113 sinus oméga 0 T bar. T bar, c'est, on a dit, c'est T moins taux, donc ça c'est pour définir si vous voulez, la translation du repère, ou bien t, donc c'est cette valeur-là. Donc maintenant, ça commence à 0, c'est 0. D'accord? Donc là, Umax, c'est celle-là, parce que c'est une sinus, ça me donne 0,0113. Avec ce Umax, je peux calculer la force élastique maximum en multipliant par la rigidité, et je peux calculer le moment qui est égal à la force par le bras de VH. Ça me donne donc un moment de 3559,5 kN. Pour la deuxième méthode, la méthode des trapèzes, donc la même chose. J'ai ici pour P0, donc c'est 0, d'accord? P1, c'est 175. P2, c'est 250. P3, c'est 75. Et P4, c'est 0. D'accord? Donc tout ça pour dire que j'ai 1 demi, donc c'est le 1 demi. B moins A sur N, c'est le delta T. Et j'aurai donc P0 plus 2 fois P1, plus 2 fois P2, plus 2 fois P1 moins 1 et plus P1. Donc en calculant ceci, je retrouve toujours 25 distance 3, les mêmes valeurs. Donc ces valeurs-là sont choisies de telle façon que l'approximation par Simpson.trapèze est la même chose. D'accord? Donc là, j'aurai 1 U de t est égal à 0,0113 sinus 3,16 t avec une valeur maximale de 0,0113. Avec cette valeur maximale, la même chose, je peux calculer la force élastique et le moment donc, de renversement qui sera le même, 3559,5 kN par mètre. Enfin, donc, pour la dernière méthode numérique de calcul d'intégrale Simpson, donc, j'ai besoin, j'ai dit, d'un nombre pair pour déterminer la valeur de l'intégrale P de t dt. Donc, heureusement que j'ai 4 intervalles ici. Donc, ça veut dire que j'ai deux grands intervalles entre 0 et 1, 0, 0 et 0,1 et entre 0,1 et 0,2, ce qui veut dire que j'ai quatre petits intervalles de 0,05. D'accord? Donc, le h qui ici, c'est 0,05. Il faut faire attention. Donc, j'ai dit que la parabole, on l'a définie entre moins h et plus h. Ça sera
P0 plus 4P1 plus 2P2 et ainsi de suite. Donc ça, c'est P0, ça c'est P1, ça c'est P2, ça c'est P3 et ça c'est P4. Donc ça sera P0, 4P1, 2P2 jusqu'à 4P1-1 et P1. D'accord? La même chose, donc si vous calculez ça, le problème est parfait. Donc on retrouve toujours la même valeur, 25 10 puissance 3. Dans ce cas, donc, il me donne un déplacement U de t qui est égal à 0,0113 sinus 3,16 t où la valeur maximale est de 0,0113 mètres. Avec cette valeur maximale, je calcule la force élastique maximale et je calcule le moment de renversement maximal qui est toujours donc 3559,5 kN par mètre. Voilà, donc vous voyez que en général, donc, on a essayé d'appliquer le calcul numérique des intégrales pour pouvoir déterminer un déplacement dynamique maximum parce qu'on a utilisé une méthode approchée de calcul de déplacement U de t par ce qu'on appelle l'impulsion de très courte durée. Généralement, cette impulsion, on la verra, comme j'ai dit, dans la méthode de l'intégrale de l'UML, donc qui est une sommation. Et là, c'est très important. Je vous renvoie donc au chapitre de l'intégrale de l'UML pour voir l'utilité de cette méthode impulsive quelconque. Voilà, donc je vous remercie. Ceci termine notre application. Je vous verrai donc dans une autre application. Merci.